Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Vivre Impro, la chaîne d'improvisation et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui, un interview, je reçois Bénédicte Boulanger. Coucou Bénédicte. Coucou! Bénédicte va nous parler de son univers professionnel et de son utilisation de l'improvisation appliquée. Mais avant ça, Bénédicte, la question qui me permet de te connaître artistiquement, est-ce que tu peux me dire comment tu es rentrée dans l'impro, mais artistique? J'ai commencé par le théâtre, voilà, par intégrer une troupe de théâtre, voilà, à l'âge de 17 ans. Et donc, c'était voilà, ma première école, on va dire que ça a été le théâtre. Et petit à petit, bon, je suis restée 14 ans dans cette troupe de théâtre qui a évolué aussi. Petit à petit, on a commencé à intégrer l'impro à nos pratiques. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Donc, voilà, j'ai fait pas mal d'ateliers, de petites formations à droite, à gauche. Et voilà, j'ai pratiqué l'impro en fait avec ma troupe de théâtre impro, on va dire. Et c'est comme ça que je suis venue petit à petit à mon métier d'aujourd'hui. Voilà. Ok. Tu parlais de théâtre, c'était du théâtre à texte, c'était du théâtre d'impro, c'était les deux. Alors au début, c'était du théâtre à texte, et puis après, ben forcément, comme on a découvert en fait un peu l'impro et qu'on s'est beaucoup amusé, ça s'est transformé un peu en théâtre impro, mais tout en continuant parfois à mener des projets de théâtre à texte. Donc en fait, on faisait un peu les deux en fait. Voilà, on allait où notre cœur nous disait. Alors, j'ai l'impression que tu en parles au passé, c'est-à-dire que tu n'es plus dans cette, troupe, compagnie ou tu fais partie d'une autre compagnie? Là, où est-ce que ça en est au niveau, plutôt Alors, j'en fais malheureusement plus partie parce que j'ai déménagé. Et ça a été un vrai déchirement parce que c'est voilà, c'est comme une seconde famille. Donc je les vois continuer à tourner leur spectacle, etc. avec le cœur un peu palpitant. Voilà, j'ai changé de région et j'en ai profité en fait pour monter ma propre troupe. C'est ce qui était un rêve depuis, enfin une aspiration depuis très 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 longtemps. Voilà. OK, et pour que les gens puissent te situer, là, tu es, dans quel secteur? Alors je suis dans l'Essonne, donc dans le 91, et je suis à Gif-sur-Yvette. Voilà, c'est à peu près à 25 km au sud de Paris pour être tout à fait exact. On a voilà, c'est précis. Très bien, merci, et du coup, l'impro appliquée, comment, c'est, rentré dans ta vie ou ta pratique professionnelle? Un peu, alors pas du tout par hasard, j'allais dire par hasard, mais non en fait. J'ai en fait, en ayant vécu du théâtre et de l'impro et pas mal d'ateliers, j'ai aussi fait partie d'un groupe vocal où on faisait du chant théâtralisé et improvisé en fait. Ça m'a donné envie de changer de métier. J'étais dans le marketing avant. Et en fait, c'est vraiment toutes ces techniques-là qui m'ont donné envie de faire une reconversion professionnelle dans l'accompagnement des personnes, donc de l'individuel et du collectif, hein, des collectifs. Et donc, j'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai suivi une formation à l'accompagnement, au départ pour utiliser les techniques théâtrales et d'improvisation au service du développement personnel. Et voilà, j'ai lancé mon activité il y a, je crois que je suis dans ma 15e ou 16e année. Et en fait, tout naturellement, j'avais envie d'utiliser le théâtre et l'impro au service des savoir-être, en fait. Parce que moi-même, ça m'avait beaucoup aidé à prendre confiance, à savoir faire avec les autres, à mieux communiquer, à oser sortir de ma zone de confort. Voilà, ça m'avait aidé à développer plein de compétences en moi. Et donc, j'avais envie d'accompagner les collectifs et les particuliers, les individuels, dans cette dynamique-là. Et c'est ce que j'ai commencé à faire dans les entreprises et auprès des particuliers, en fait. Voilà. Donc, je ne savais pas du tout,
Enfin, je me suis jamais posé la question de me dire, ah, je vais faire de l'improvisation appliquée. C'est venu naturellement parce que j'aspirais à ça, en fait. Donc aujourd'hui, je sais que ce que je fais, ça ressemble, ça se rapproche nettement de l'impro appliquée, mais je le sais depuis finalement peu de temps par rapport à mon démarrage professionnel. Voilà. Ok, merci. Et tu, tu disais que c'est une reconversion professionnelle, finalement d'aider des personnes dans leur savoir-être. Com- Comment ça a commencé tout ça? C'est-à-dire, tu proposais à des particuliers, à des entreprises, tu disais: «Hey, je propose de l'improvisation et ça va développer votre savoir-être». Enfin voilà, comment on propose ça? Et puis surtout, je trouve que c'est pas évident comme choix de reconversion professionnelle quand je pense à l'époque, il y a quasiment personne qui faisait ça. Enfin, il y a 15 ans, je pense Il y a qu'on moins de monde, ouais. ouais, voilà, il y avait moins de monde. Donc comment finalement on propose et qu'est-ce qu'on propose? Bah, quand je me suis lancée, il fallait forcément que je gagne ma vie et du coup, je me suis orientée vers les entreprises parce que c'est le monde dans lequel j'évoluais en fait avant. Et donc, ça a commencé avec mon réseau, voilà, le réseau de personnes que je connaissais ou d'entreprises que je connaissais, où j'ai proposé des formations, des ateliers avec la pédagogie, improvisation, technique théâtrale, etc. Et des objectifs qui touchaient les savoir-être en entreprise. Donc voilà, ça peut être oser faire confiance, voilà, toutes les thématiques relationnelles et au niveau de la communication. Et en fait, bon, je pense que j'étais vraiment très convaincue de ce que je venais apporter. Et du coup, j'ai dû être convaincante parce que ça a fonctionné. Voilà, il y avait, ça a intéressé, ça a fait écho sur des besoins en entreprise. Et j'ai développé un tas de formations, petit à petit. Hein, pas, voilà, j'ai commencé avec des formations sur la confiance en soi, sur la relation, voilà, développer des relations constructives, sur l'affirmation de soi, sur la capacité à oser, voilà, sur l'écoute aussi. Et en fait, ça a bien fonctionné. J'ai commencé à travailler avec le privé et puis aussi la fonction publique, voilà, dans les collectivités. J'ai fait pas mal de formations sur la relation à l'usager avec l'impro appliqué OK. aussi. C'était très intéressante. Ça, je ne fais plus aujourd'hui, mais c'est un truc qui a bien marché aussi. Voilà. Donc, en fait, j'ai testé et puis ça a fonctionné. Tu estimes que tu as pu en vivre au bout de combien de temps? J'ai commencé à pouvoir avoir un salaire, on va dire, une rémunération de base au bout de 2-3 ans. Mmh. Il m'a fallu 2-3 ans pour commencer à avoir un petit, voilà, comment dire, un réseau d'entreprises qui avaient déjà finalement, qui m'avaient testé et qui finalement étaient OK avec cette démarche-là et avaient envie de continuer à la mettre en place. Et puis après, c'est le bouche à oreille qui a fait vraiment son travail. Ça a toujours été le cas hein, depuis que je suis installée professionnellement ou lancée. Le bouche à oreille, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, à un moment donné, il faut avoir la possibilité ou l'opportunité de rentrer dans les entreprises. Et pour moi, ça s'est fait dans mon réseau. Donc, les gens que je connaissais, hein, dans ma famille, dans mes amis, de manière élargie, je parlais de ce que je faisais, on me posait des questions. Et puis, ah, bah tiens, tu devrais contacter telle personne. Ah, je suis sûre que ça intéresserait telle association ou telle entreprise. Et forcément, je le faisais derrière. Et en fait, c'est dans la relation après que ça s'est fait, dans le contact qu'on a eu. Mmh. OK. Voilà, mais il faut. Alors aujourd'hui, je ne saurais pas dire pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui, parce que moi, je me suis lancée il y a une dizaine d'années, mais à mon époque, je vois ça, ça a pris 2-3 ans. Et entre deux, d'ailleurs, j'ai changé de secteur, donc j'ai déménagé, j'étais dans le Nord, j'ai déménagé dans l'Essonne, et dans l'Essonne, ça a repris 2 ans pour que je puisse commencer à réseauter et que ça porte ses fruits. Heu,
c'est un chiffre qui revient, 3 ans. Ah bah, ça m'étonne pas. Un peu moins 2, mais 3, c'est quelque chose qui revient. Ouais, Donc ça vient confirmer un peu ce chiffre et que ça prend un certain temps pour bah pouvoir oui. s'installer. Si on veut vivre totalement de ça, hein, ce qui est pas forcément l'objectif de tout le monde, mais là, Voilà. le Et il dernier faut bout. beaucoup semer. En fait, il faut pas hésiter à en parler. Enfin, dès qu'il y a une conversation où ça peut, voilà, il faut pas hésiter non pas à se vendre, mais simplement à communiquer. Pour moi, c'était pas une question de vendre, hein, c'était plutôt, bah, je parle de ce que je fais ou de ce que j'ai envie de faire. À l'époque, c'était ce que j'ai envie de faire. Et ça fait des petits, voilà. Ça, Tu parles de ton réseau, enfin, tu as parlé au début de ton réseau proche, tu as parlé de la famille, des amis, du réseau ouais. professionnel, les entreprises qui te connaissaient. Est-ce que tu as dû passer aussi par d'autres, je sais pas comment dire, d'autres sphères, d'autres systèmes, d'autres approches pour pouvoir, augmenter ton réseau ou communiquer sur ce que tu as envie de faire? Au début, je me suis aussi rapprochée de certains, dans le Nord, toujours de certains réseaux de professionnels de l'accompagnement, quelle que soit leur spécificité. Donc, il y en avait d'autres qui pratiquaient le théâtre et l'impro. Peu, on était peu nombreux à l'époque, c'est vrai. Mais voilà, je voulais réseauter en fait avec d'autres professionnels. Euh, Ça m'a aidé un petit peu, mais c'est pas forcément ce qui a, en tout cas pour moi, ce qui a porté le plus ses fruits à cette époque-là. Aujourd'hui, je pense qu'on fonctionne beaucoup plus en réseau, qu'on peut se rapprocher de communautés où on a les mêmes pratiques ou des pratiques qui se rapprochent. Mais c'est pas forcément ça qui m'a aidé le plus en réalité. C'est vraiment la sphère, ouais, la sphère personnelle. Et puis, j'ai constaté qu'une fois que je suis rentrée dans une ou deux entreprises ou dans une ou deux collectivités, au final, dans les entreprises, le bouche à oreille fonctionne très bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, alors au bout de 3 4 ans, je recevais de temps en temps des appels. Ah ben, j'ai quelqu'un qui travaille à tel endroit qui m'a parlé de vous. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Alors ça, c'était génial hein, quand ça arrivait. Voilà. Mais donc, du coup, il faut aussi laisser le bouche à oreille se faire. Sinon, j'ai pas activé des choses spécifiques. Je pense pas. Non, pas d'autres. Et le bouche à oreille fonctionne dans les 2 sens. Donc si les gens, t'appellent, parce que c'est bien, il y a aussi il y en a qui disent: «Non, surtout lui, il faut pas». Donc si les gens te rappelaient, c'est que globalement, ce que tu proposais était Oui, pertinent ou semblait c'est leur sûr. plaire. Et puis aussi le bouche à oreille des personnes qui participaient au. Mais ça, c'est valable, je suppose, pour tous les gens qui accompagnent des collectifs. Hein. Je sais qu'à la fin de certains ateliers ou certaines formations, il y a des personnes, des participants qui venaient me voir en me disant je suis sûre que ça pourrait intéresser telle ou telle personne. Bon, voilà, j'ai toujours noté consciencieusement les contacts qu'on me donnait et je les laissais pas pourrir dans un panier, quoi. Enfin, le lendemain, j'étais en train de contacter. Je crois que c'est important d'être réactif. Quand on nous dit que ça peut intéresser quelqu'un, il ne faut pas se poser 3 milliards de questions, il faut y aller, quoi. Mmh. Tu as parlé d'une formation que tu ne faisais plus, c'était, la relation aux usagers, je crois? Oui. Et du coup, ma question va être, alors qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Je me suis beaucoup plus orientée, alors je le faisais déjà, mais en fait, mes formations ou mes ateliers ou mes interventions se sont forcément développées au fur et à mesure des demandes qu'on me faisait. Il y a des choses que j'avais jamais faites et on me disait est-ce que vous êtes partante pour faire ça? Alors comme j'ai le goût du risque, souvent en impro on a le goût du risque, bah, je disais oui ça m'intéresse et ce qui m'a aidé finalement à travailler des thématiques que j'avais pas imaginé travailler au départ. Et tout ça m'a amené vraiment sur le sujet des relations humaines, de la communication, de la cohésion d'équipe, du mieux-être, c'est-à-dire tout ce qui est mieux vivre ses émotions, accueillir les émotions de l'autre, en faire quelque chose, les utiliser.
Et voilà, et puis genre, mes ateliers aujourd'hui s'appellent Oser être soi. Je pense que tout le monde, enfin, voilà, le verbe qui me va bien, c'est oser. Donc je travaille beaucoup la capacité à oser grâce à l'improvisation, enfin aux techniques d'improvisation. Qu'est-ce que c'est que être soi alors? Et Oh la oser être question! soi. Est-ce que vous avez quelques heures devant vous? Oui. En fait, là, on travaille, enfin, enfin, je propose aux personnes de travailler sur leur authenticité, en fait. Il y a plusieurs mots, hein, mais ceux qui me viennent comme ça quand tu me poses la question, c'est authenticité, simplicité. Être soi, c'est dans l'authenticité, c'est oser me montrer tel que je suis, oser utiliser tout ce qui est en moi aussi. Donc ça passe par le corps, par exemple. Hein. Et ça se fait en collectif, hein, parce que du coup, c'est s'affranchir finalement de toutes nos peurs. La peur d'être ridicule, la peur de ne pas savoir quoi faire ou quoi dire, la peur de lâcher prise, de compter sur l'autre, la peur du regard des autres. Enfin, voilà, on travaille beaucoup sur les peurs en fait, par rapport à justement, est-ce qu'on peut m'aimer, m'apprécier? Est-ce que je peux m'aimer et m'apprécier tel que je suis? On travaille sur l'accueil des limites aussi, l'accueil des freins, sur le fait d'être OK avec ben, j'y arrive pas, en fait, et ben, c'est pas grave. J'ai l'impression de m'être plantée, ben, c'est pas grave. J'ai l'impression d'avoir foiré l'impro, ben, c'est pas grave, en fait. Et si ça tombe, je l'ai pas foiré, en fait. Donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Mmh. OK, merci. Lorsque tu évoques, les différents aspects de cette formation, il y a des mots ou des valeurs qui font lien chez moi rapidement avec l'impro. Quand tu parlais de, rien que oser, prendre des risques, où il n'y a pas d'erreur, ou enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Mais mine de rien, que ça soit pour cette formation ou peut-être ne serait-ce que pour une autre, là tu parlais de gestion des émotions. Je me dis que l'impro ne suffit peut-être pas pour aborder, tous ces sujets-là. Et quand on regarde ton site, on voit, beaucoup de disciplines qui t'ont intéressé. Est-ce que tu peux me parler aussi de, hem, ta rencontre finalement avec, d'autres approches et l'utilisation ou l'union que tu as réussi à en faire avec l'impro? Alors, c'est très juste, Julien. Merci pour ta question. Parce que, en fait, quand je suis arrivée, quand j'ai voulu faire ce métier, je sentais que les techniques théâtrales et d'improvisation et même de chant, enfin là que j'avais eues, étaient très riches, mais elles m'étaient, en tout cas moi, elles m'apparaissaient pas comme pas suffisantes. Voilà, j'avais vraiment besoin, et c'était une appétence de ma part, besoin et d'en savoir plus sur le fonctionnement de la personne, sur l'aspect plus psychologique du développement de la personne. Donc on va dire le développement personnel. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à des outils d'accompagnement, de coaching, voilà, des outils qui nous aident à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, avec deux objectifs. Le premier, c'était moi de travailler sur moi-même, parce que je reste intimement convaincue que si j'ai envie d'accompagner des personnes sur un chemin qui est quand même assez difficile, c'est le changement, enfin c'est l'évolution personnelle, c'est parfois le changement, le faire évoluer les comportements, dépasser mes peurs, enfin c'est super dur. C'était important que moi-même j'avance sur ce chemin-là pour pouvoir être suffisamment solide pour proposer ça aux personnes. Donc voilà, j'ai travaillé des outils pour moi-même, et puis le deuxième objectif, c'était forcément dans ce travail d'accompagnement avec l'impro appliqué ou les techniques théâtrales sur la confiance en soi, la gestion des émotions, il peut se passer plein de choses chez l'autre. Et j'avais besoin aussi d'être suffisamment compétente
et donc fiable et donc sérieuse aussi par rapport aux gens qui me faisaient confiance, que ce soit les commanditaires ou les participants, de leur dire ok, on peut aller là-dessus ensemble parce que je me sens suffisamment compétente pour vous y emmener en sécurité. Voilà, il y a une question de sécurité. Hein. On n'emmène pas les personnes sur ce chemin-là sans sentir qu'on est suffisamment solide pour, quoi. Sinon, je pense que ça peut être dangereux pour soi et pour l'autre. Voilà, donc en fait, j'ai entamé un parcours de formation et puis j'y suis encore et j'y serai encore dans 20 ans, dans 30 ans, j'espère. Voilà, je pense qu'il faut continuer à se former et que c'est important de développer une palette d'outils. Et finalement, tous les outils que j'ai pu pratiquer, intégrer, vont vraiment au service on va dire de l'improvisation et de la pédagogie d'improvisation que je propose. Ça me donne plein d'idées. Je fais plein de liens, plein de croisements et ça vient vraiment foisonner en fait. Ça entretient bien les choses. Voilà, ça les développe bien. Tu as le sentiment que une discipline apporte quand même plus ou juste tu t'appuies quand même un peu plus souvent sur une discipline plutôt qu'une autre? Je pense que forcément, je vais te dire que tous les outils sont intéressants à avoir, mais ma posture de base, qui vient vraiment en complément avec ce que je propose en impro, c'est la posture de l'accompagnant. Donc ça peut être la posture de coach, du coach, pardon. J'ai fait une formation à la base sur la relation d'aide rogérienne. Donc c'est c'est le courant humaniste, hein, et cette posture-là, elle ne me quitte pas. Et voilà, c'est vraiment la base. C'est la base. Voilà. Et après, il y a la formation de coaching que j'ai fait aussi qui m'aide beaucoup, qui vient compléter. Voilà. D'accord. Alors, moi, ça me parle, Roger, courant humaniste. Je ne sais pas si les gens qui écoutent, ça leur parle. Si tu arrivais à définir ce qu'est cette approche. Alors, Carl Rogers, ça a été ça a été un psychologue, psychothérapeute qui a finalement bien développé et qui a amené l'idée qu'en fait, c'était la posture de l'accompagnant avec tous ses savoir-être à lui. Hein. Dans la posture, on parle des valeurs, de l'éthique, des comportements que j'ai envers l'autre, qui finalement permet à la personne de trouver ses propres clés et d'évoluer. Et donc, dans le courant humaniste, et dans cette approche, on travaille vraiment la posture de base, donc les attitudes. Et on va retrouver, par exemple, la foi en l'autre. Voilà, dans l'humanisme, dans le courant humaniste et rogérien, je crois en l'autre, je crois en ses capacités et en ses possibilités d'évolution. Donc, en portant ce regard positif sur l'autre, forcément, ça lui apporte de la confiance et peut-être oser y croire. Je manifeste de l'attention, de l'intérêt, je suis dans le respect, dans le non-jugement, ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup la bienveillance. C'est pas une nouveauté, hein, ça existe depuis longtemps dans ces courants-là. Voilà, c'est toutes ces choses, toutes ces valeurs finalement que je mets au service de la posture de l'accompagnant. Voilà, tout est dans comment je me situe par rapport à l'autre, comment je le regarde, comment je le perçois. Ok, merci. Regarde, j'ai acheté un livre il y a 2 ans. Est-ce que tu le conseillerais? Je l'ai toujours pas lu. Ah bah, C'est la évidemment, Bible. je ne peux que te le recommander et je le recommande à tout le monde. Ça, c'est presque mon livre de chevet, en fait. Évidemment. Je fais la blague, c'est la Bible, mais c'est vrai. Enfin, c'est C'est ça. Et l'origine. tout est là-dedans. Et c'est vrai que si on pratique des ateliers ou des accompagnements individuels même, à partir de là, vous allez voir, et qu'on utilise l'impro à partir de là, c'est magique. C'est vraiment, il se passe plein de choses. Bon, faut que je le lise. Ouais. Il y a une flopée derrière qui sont pas lus, alors. Ok, merci.
Euh, j'ai l'impression que pour, euh, oui, obtenir des contrats aujourd'hui, ça passe beaucoup par ton réseau, le bouche à oreille et puis peut-être le forme de réputation que tu as. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais qui fait que peut-être facilement on peut te conseiller une entreprise. Est-ce que tu utilises d'autres moyens de communication pour prospecter? Je dis ça parce que j'ai vu ton site. Euh, voilà, il y a déjà des éléments dessus qui peuvent donner une idée de tes prestations. Est-ce que vraiment ce site est actif? Est-ce que tu as d'autres supports? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses complémentaires ou non? C'est comme il y a quand même. Non, en fait, le site, d'abord, je l'ai fait tardivement. Enfin, je ne l'ai pas fait tout de suite. Donc, j'ai beaucoup fonctionné sans. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'en ai un parce que ça se fait. Donc, c'était un peu plus par obligation. Et je pense pas que j'ai eu. C'est une vitrine, mais je pense pas qu'elle a déclenché quoi que ce soit. Et souvent, les gens vont voir la vitrine quand je les ai déjà rencontrés. Donc, au final, c'est pas un outil de prospection. Je réfléchis à ta question, Julien. Euh, Peut-être un autre moyen que j'utilise, mais peut-être même sans forcément m'en rendre compte, c'est vraiment me rapprocher. Bon, parce que dans ce métier-là, on peut rester seul aussi. Enfin, moi, voilà, j'ai ma structure, donc j'ai pas mal travaillé seule, mais finalement, j'ai toujours voulu quand même me connecter à d'autres qui font aussi soit des choses complémentaires, soit des choses similaires pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est vrai que du coup, quand je rencontre quelqu'un, on partage un peu aussi nos réseaux, nos façons de faire, nos outils. Et des fois, voilà, j'aime bien la co-animation, par exemple. C'est quelque chose que je pratique et qui nous permet de décloisonner un petit peu. Euh, j'ai essayé les salons aussi. Je ne vous le conseille pas. J'en ai pas une expérience super. Voilà, j'ai essayé des salons professionnels. Euh, Beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose. Voilà, j'ai essayé plusieurs choses, mais ça, je ne le recommande pas. Je ne sais pas. Alors, je comprends la question et en même temps, j'ai tellement confiance. Je me dis que quand on est à sa juste place, les choses viennent. Alors, il faut les enclencher, il faut les intentionner, mais enfin, quand on croise les bonnes personnes, les opportunités se présentent, il faut savoir les saisir aussi. En fait, moi, je crois que c'est plus une question d'attitude et d'ouverture. Euh, quand je me suis lancée, je savais que je voulais accompagner, mais je n'avais pas tout ficelé de A à Z. Enfin, je n'avais pas un fil conducteur très net. Et j'ai laissé venir à travers les échanges. Et puis, c'est comme ça que ça s'est développé. Donc, j'ai pas, malheureusement, je suis désolée, Julien, j'ai pas plus de réponses que ça à te donner. J'ai pas d'astuce là-dessus. Non, 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 c'est pas forcément ça qui est cherché. Il y a vraiment différents types de profils. Il y a des gens qui sont dans des compagnies, par exemple, et Oui, qui obtiennent leurs prestations avec l'énergie de la compagnie. Il y a des gens qui sont indépendants. Et selon, par exemple, les indépendants peuvent avoir différentes manières de communiquer ou d'obtenir aussi leur contrat. Et des gens qui ne souhaitent pas en vivre, par exemple, et qui font ça parce que ça voilà. vient comme ça. Il y a différents. Et du coup, je trouve intéressant qu'il n'y ait pas besoin de support parce que quelque part, ça veut dire que on peut très bien obtenir des prestations d'une autre manière avec Complètement. peut-être d'attitude ou de philosophie ou voilà une manière de voir les choses différemment qui font que les choses viennent. Voilà, j'essaie un peu de résumer ce que tu me disais, la manière dont j'ai l'impression que tu vis les choses. Alors, comment dire, c'est juste, hein, c'est vraiment la qualité d'ouverture et la confiance que tu t'accordes. Hein, c'est-à-dire, voilà, je crois que quand je parle de ce que j'ai envie de faire ou de ce que je fais,
je suis forcément convaincue. Voilà, j'ai confiance en ce que je propose. Ça, c'est important. Mais pour le coup, je pense aussi à autre chose quand même. Je me suis rapprochée aussi, et ça m'a quand même beaucoup aidée, d'organismes de formation. Par exemple, pour la fonction publique, je me suis rapprochée du CNFPT. Le CNFPT, voilà, c'est l'organisme qui propose des formations aux structures de la fonction publique. Et j'ai rencontré des gens là-bas. Et du coup, ils ont été, voilà, à un moment donné, forcément, ils ont été intéressés par ce que je proposais et ils m'ont intégré dans leur catalogue. Ça aussi. Parce qu'en fait, finalement, dans mon activité, j'ai un fonds de commerce, un fonds de roulement, et puis après, j'ai des actions ponctuelles. Et donc, le principal pour moi, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais plutôt de pouvoir avoir de multiples comme ça possibilités avec un fonds de roulement. Et souvent, les fonds de roulement, c'est soit des structures, des organismes qui t'ont testé une première fois, qui ont accepté de prendre ce risque-là, et ça s'est bien passé. Et du coup, ils t'intègrent à leur régie interne, en fait. Et j'ai eu cette chance-là, en fait. J'ai été intégrée à deux organismes, dont l'un, dont je ne fais plus partie, mais ça m'a aidé à démarrer, c'est ça que je veux dire, aussi. Donc peut-être aussi se rapprocher des organismes de formation qui vous parlent au niveau éthique. Parce qu'il y a aussi des organismes qui m'ont proposé, j'ai pas accepté, par exemple. Je pense... bah oui. Je pense qu'il faut rester, j'allais dire droit dans ses bottes, mais c'est vraiment ça. C'est quand il y a des choses qui vous ressemblent, enfin qui me ressemblaient pas, j'ai fait la concession commerce. Enfin, je me suis dit, bah tant pis, je vais pas travailler avec eux, mais j'y vais pas. Ça aussi, ça fait partie du métier, de ce métier-là, je trouve. D'essayer de rester vraiment là où on a envie d'être. Est-ce que toi-même, ta structure est organisme de formation? Oui, j'ai un numéro. Alors ça aussi, je l'ai fait plus tard, hein. Au départ, en fait, j'ai 2 statuts. Ça aussi, peut-être que ça pourra intéresser ceux qui regardent la vidéo. J'ai 2 statuts et je jongle avec les 2 statuts. Et ça aussi, c'est peut-être particulier. Quand j'interviens en entreprise, souvent, je suis en portage salarial, ce qui me permet de garder un statut de salarié. Donc, ce qui me permet d'avoir les avantages du statut salarié et de pouvoir, quand je ne travaille pas, m'inscrire à Pôle emploi. Bon, il faut forcément avoir une certaine quantité d'activités pour pouvoir prétendre, hein. Donc forcément, au départ, je n'avais pas de Pôle emploi, mais au fur et à mesure, comme je travaillais de plus en plus en entreprise, à chaque fois, je passais mes actions en portage salarial. Ce qui m'a aussi permis, et ça je le dis aussi parce que ça peut être intéressant à savoir, de bénéficier de prise en charge de formation. C'est-à-dire que certains outils qui coûtaient cher, hein, des formations que moi, je n'avais pas les moyens de me payer, j'ai réussi à les faire financer par ma société de portage salarial parce que je travaillais suffisamment avec elle. Donc ça, c'est important. Et tout ce qui est de l'ordre du particulier, je le fais en micro-entreprise. Et puis après, il y a le statut de vacataire pour la fonction publique. En fait, j'ai 3 statuts. Et donc, je jongle. C'est ça que je disais qu'il ne faut pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà. Et donc, j'arrive finalement à conserver certains avantages parce que j'ai conservé ce statut salarié. Enfin, après, il faut avoir les entreprises qui... Voilà. Parce que qui dit portage salarial, je ne sais pas si tu connais ou... Voilà, bon. Mais je trouve que c'est un statut qui a ses avantages quand même. Certains. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Je me suis perdue. Non, moi, je te demandais si tu étais organisme de formation. Ah oui, du coup, il y a 5-6 ans de ça, pour pouvoir passer en direct avec les entreprises, il y a certains contrats aussi que je passe en direct. J'ai fait les démarches pour avoir mon numéro d'organisme de formation. Voilà. Ok. Tu as évoqué le fait que tu faisais de l'accompagnement de particuliers. Oui. Tu utilises l'impro aussi? Eh bien oui,
Cela m'arrive en fait, dans le coaching. C'est super parce que le coaching a une approche très concrète. Et c'est ça qui me plaît d'ailleurs. Et donc, alors pas forcément systématiquement, ça dépend de la demande, ça dépend, etc. Mais souvent, j'aime bien proposer aux gens des expérimentations en lien avec leurs problématiques. Et ça passe par de l'impro appliqué. On joue ensemble, en fait. On improvise à deux, en fait. Et je propose à la personne une situation qui est en lien avec sa problématique. Et on se sert de ça. Alors, c'est une seule facette de l'impro appliqué, hein, mais oui, il y en a un petit peu. C'est possible. D'accord, ouais. Donc tu es plus sur de la mise en scène, du jeu de rôle, plus que de l'utilisation d'exercices. Non, ça peut être des exercices aussi. Ok. Ça dépend vraiment. Non, ça peut être aussi que des exercices et pas forcément des mises en situation plutôt classiques ou basiques. Non, ça peut être des exercices. Ça peut être du training, hein, ça peut être des exercices qui permettent d'entraîner la personne à certaines choses, par exemple. Voilà. Mhm. Ok, très bien. J'ai parlé de ton site tout à l'heure, mais je ne l'ai pas nommé. C'est Et lancez-vous. C'est bien ça? Ouais. C'est écrit peut-être d'une certaine manière. Est-ce que tu peux, toi, dire le nom de l'adresse? Alors, c'est Elance, E-L-A-N-C-E, et vous, V-O-U-S. Hein, voilà, donc il y a un petit jeu de mots, n'est-ce pas? Puisque je suis sur la capacité à oser, être osé, plein de choses. Et ben, lancez-vous, prenez votre élan et allez-y, quoi. Je vais te poser une dernière question. Ton parcours était intéressant enfin, est intéressant. Je pense que ça pourrait être intéressant de partager ça. Une personne qui souhaiterait se lancer, toi, il y a 15 ans, mais maintenant, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner globalement pour débuter? Euh, Je sais, enfin, pour en discuter avec pas mal de personnes de mon réseau, et il y a un moment donné comme ça, j'ai fait aussi un peu d'accompagnement pour les personnes qui voulaient se lancer en tant que, alors c'était pas dans l'impro, mais c'était en tant que coach et formateur. Et en fait, il y a beaucoup beaucoup la question de la légitimité qui se pose. C'est est-ce que je suis légitime parce que je démarre, parce que j'ai pas forcément les formations qu'il faut, ou je suis fraîchement fort sortie de ma formation. Est-ce que ça, ça va vous poursuivre longtemps, ce sentiment de légitimité. Et donc, j'ai envie de dire, la clé, c'est vraiment, si vous sentez que c'est ça que vous voulez faire, alors faites-vous confiance. La confiance que vous vous accordez, c'est ce qui va faire que vous allez avoir une posture qui va donner envie. Et je suis encore sur ce que je te disais tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment fondamental. Et puis après, si c'est des conseils plus, on va dire, plus concrets, plus techniques, développer sa palette d'outils. Voilà. Euh, Choisir ses formations en conscience. Non pas des formations parce que c'est une formation qui est dans l'air du temps, mais parce que c'est une formation avec un outil qui me parle, où j'ai l'impression que cet outil-là, il me parle plus qu'un autre, un outil qui me ressemble en fait. Et puis peut-être se mettre en connexion avec d'autres personnes, faire partie de groupes, hein, parce que seul c'est un peu compliqué. Donc c'est très vitalisant d'être dans un groupe de pairs par exemple, ou dans un réseau qui se réunit pour les partages de pratiques, ou qui simplement des personnes avec qui je peux travailler, où je peux aller rencontrer des entreprises à plusieurs pour certains projets, ou répondre à des cahiers des charges à plusieurs aussi. Enfin, c'est très énergisant que de le faire seul. Voilà. Ok, eh bien merci. Et globalement, merci Bénédicte pour cet entretien. Merci Julien pour ta proposition. Euh, Si jamais
pour ceux qui ont regardé la vidéo, il y a des questions, vous dites: «Ah, j'aurais bien aimé poser cette question à Bénédicte», vous pouvez le faire dans la partie commentaires, dans la chaîne YouTube et je me permettrai du coup de lui transmettre, ces différentes questions. Merci à vous d'avoir suivi la chaîne. Merci encore à toi, Bénédicte. Je mettrai ton site, dans la description si jamais des gens veulent prendre contact avec toi. Avec plaisir. Et très bonne journée, très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et à la prochaine sur Vivre un Pro. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.